Chris a grandi dans un quartier modeste où chaque centime comptait. Enfant, il se retrouvait souvent debout devant les vitrines des magasins de jouets, les yeux rivés sur des objets que sa famille ne pourrait jamais se permettre. Ce désir silencieux l'accompagnait, façonnant ses rêves et nourrissant sa détermination à créer une vie différente. Il se promit que son propre enfant ne ressentirait jamais ce même manque. Lorsque William est né, Chris y vit l'occasion de tenir cette promesse. Il se consacra entièrement à offrir à son fils tout ce qui lui avait manqué pendant son enfance. Il croyait que pourvoir à l'abondance était le meilleur moyen de protéger William des épreuves qu'il avait lui-même traversées. Leur maison devint rapidement un témoignage de ses efforts. La chambre de William était équipée de tous les gadgets modernes. Son placard débordait de vêtements de marque et sa salle de jeu ressemblait à un magasin de jouets. Lorsque William eut 11 ans, Chris fit son geste le plus extravagant jusqu'alors. Une Ferrari rouge vif attendait dans l'allée. Peu importait que William soit trop jeune pour conduire. Pour Chris, cette voiture symbolisait une victoire sur les difficultés de son enfance et une déclaration au monde que son fils ne manquerait jamais de rien. À mesure que William grandissait, les privilèges dont il était couvert commencèrent à façonner sa personnalité de manière inattendue. Il apprit rapidement que dans son foyer, le mot « non » était un mot qu'il entendrait rarement, voire jamais. Son sentiment de droit grandit sans limite et son attitude commença à susciter des inquiétudes parmi ceux en dehors de la famille. Les enseignants remarquèrent l'attitude désinvolte de William et son mépris croissant pour l'autorité. Mais Chris ignora leurs avertissements. Pour lui, ces comportements n'étaient que la joie d'un enfant qui avait tout ce qu'il n'avait jamais eu. La foi inébranlable de Chris en ses méthodes parentales l'aveuglait sur les conséquences qu'elle commençait à avoir sur son fils. Le monde de William était rempli d'excès, et il n'avait jamais connu les limites ou les contraintes qui auraient pu lui apprendre le respect ou la discipline. Pour Chris, les rares réprimandes de l'école semblaient être un faible prix à payer pour le bonheur qu'il pensait offrir à son fils. Lorsque William entra dans l'adolescence, sa richesse et son style de vie devinrent l'envie de ses camarades. Il organisait des fêtes somptueuses, exhibait son statut et acquit la réputation de vivre selon ses propres règles. Mais toute l'attention qu'il recevait n'était pas positive. Parmi son cercle d'amis grandissant se trouvaient des personnes attirées par la rébellion et le danger. Et il ne fallut pas longtemps avant que William ne se laisse influencer par elles. Avide de s'intégrer et de prouver sa valeur, William commença à repousser les limites, testant des frontières qu'il n'avait jamais franchies auparavant. Ce nouveau chemin l'amena vers des tentations plus sombres, notamment la consommation de substances illicites. L'excitation de la défiance et le frisson de l'indulgence devinrent son échappatoire, et le garçon, autrefois plein d'énergie et de promesses, commença à s'effacer pour devenir une ombre de lui-même. Ses notes chutèrent, sa santé se détériora, et son avenir autrefois radieux commença à s'assombrir. Chris, bien que toujours aveuglé par son amour inébranlable pour son fils, ne pouvait plus ignorer les signes. Les demandes insouciantes qui autrefois apportaient de la joie à William s'étaient transformées en crises de colère explosive. Son enfant doux et innocent semblait désormais en colère et perdu, s'enfonçant toujours plus dans un mode de vie destructeur. Pourtant, chaque tentative de Chris pour reprendre le contrôle de la situation semblait vaine. Des années à céder à tous les caprices de William avaient privé Chris de l'autorité dont il avait désespérément besoin pour guider son fils vers la sécurité. Alors que le comportement de William devenait de plus en plus erratique, ses demandes, autrefois gérables, se transformèrent en ultimatums dangereux. Lorsque Chris commença à refuser certaines des requêtes les plus extravagantes de son fils, la tension à la maison atteignit son paroxysme. Les crises de colère qui s'ensuivirent furent explosives, révélant à quel point William était devenu dépendant du fait d'obtenir toujours ce qu'il voulait.
Le désespoir commença à dicter les actions de William. Avec sa dépendance qui devenait plus forte, il se mit à voler des choses qui ne lui appartenaient pas. Au début, ce furent de petits objets presque imperceptibles. Un bijou de la collection de sa mère, quelques billets dans le portefeuille de son père. Mais à mesure que ses envies s'intensifiaient, l'ampleur de ses vols augmenta également. Bientôt, des objets coûteux de la maison commencèrent à disparaître, et Chris et sa femme Laura ne purent plus ignorer les signes. Leur chagrin s'approfondit lorsque les vols de William s'étendirent au-delà de leur maison. Il commença à cibler des commerces locaux, volant tout ce qui pouvait être rapidement revendu contre de l'argent. Son comportement de plus en plus imprévisible fit de lui une figure reconnaissable dans leur petite communauté, et les propriétaires de magasins, lassés de ses frasques, commencèrent à riposter. La situation atteignit son point culminant une nuit, lorsque William fut pris en flagrant délit, tentant de voler une montre coûteuse dans une bijouterie. Le propriétaire du magasin, exaspéré par les vols répétés, donna l'alerte. Une foule se rassembla rapidement, traînant William dans la rue. Lorsque Chris et Laura reçurent l'appel paniqué et se précipitèrent sur les lieux, leur fils était blessé et humilié, entouré d'une foule en colère. Voir William battu et brisé transperça le cœur de Chris. Malgré tout, il ne pouvait supporter de voir son fils souffrir. Chris supplia la foule, proposant de payer les dégâts. Le propriétaire du magasin, touché par le désespoir de Chris, accepta à contre-cœur l'argent et leur permit de ramener William chez eux. Mais ce n'était pas la première fois que Chris et Laura sauvaient William de ses ennuis, et ils craignaient que ce ne soit pas la dernière. Chaque incident les épuisait émotionnellement et financièrement, mais ils ne pouvaient se résoudre à laisser William affronter les conséquences de ses actes. Au fond de lui, Chris savait que, en sauvant continuellement William, il ne faisait qu'encourager la spirale descendante de son fils. Mais l'idée de l'abandonner à la rue ou au système judiciaire était insoutenable. William, désormais consumé par sa dépendance, ne montrait aucun signe d'arrêt. Sa personnalité autrefois vive avait été remplacée par une faim insatiable, prête à franchir toutes les limites pour obtenir sa prochaine dose. Un soir, alors que William était assis dans un coin faiblement éclairé d'un bar chic avec un groupe d'amis tout aussi imprudents, un jeune homme aisé parmi eux commença à raconter une histoire macabre. Le jeune homme évoqua sa grand-mère récemment décédée, qui avait été enterrée parée de ses bijoux inestimables, une bague en diamant valant des millions et un collier tout aussi précieux. Bien que son ton fût léger, l'attention de William s'aiguisa à la mention d'une telle richesse. Cette idée s'empara de William comme une étincelle enflammant du bois sec. Il se pencha en avant et, d'un murmure empreint à la fois d'impatience et de désespoir, suggéra un plan. Il pourrait exhumer la tombe et récupérer les bijoux. La pièce se figea dans le silence, tandis que les autres digéraient cette idée grotesque. La plupart hésitèrent, choqués par la suggestion, mais l'appât du gain facile s'avéra trop fort pour résister. Un à un, ils acquiescèrent. Sous le couvert de l'obscurité, William et 4 complices se glissèrent dans le cimetière. Armés de pelles et de lampes torches, leurs visages dissimulés sous des capuches et des masques, ils avancèrent à travers le cimetière silencieux. Une tension pesante imprégnait l'air alors qu'ils atteignaient la tombe fraîchement recouverte. Sans un mot, ils commencèrent à creuser, le bruit des pelles perçant le silence de la nuit. Chaque pelletée de terre les rapprochait de leur objectif, mais aucun d'eux ne pouvait ignorer le malaise grandissant en eux. Pour William, l'anticipation du trésor surpassait le poids moral de leurs actes. Finalement, ils atteignirent le cercueil. D'une main tremblante, ils l'ouvrirent, les gonds grinçant bruyamment dans la quiétude de la nuit. À l'intérieur reposait l'aîné, vêtu de ses plus beaux habits, paré des bijoux qu'il convoitait. Sans hésiter,
l'ami aisé de William plongea dans le cercueil, retirant la bague en diamant et le collier avec une efficacité sinistre. Le groupe s'activa rapidement, motivé par la peur et la cupidité. Une fois les bijoux sécurisés, ils prirent la fuite, leurs nerfs à vif, mais leurs esprits fixés sur leur fortune nouvellement acquise. Ils ne perdirent pas de temps pour vendre les objets volés dans un magasin de prêteurs sur gage peu scrupuleux. Bien qu'ils n'aient reçu qu'une fraction de la valeur réelle des bijoux, l'argent suffirait à financer leurs habitudes extravagantes. Drogue, fêtes et indulgences consumèrent les jours qui suivirent, chaque moment de plaisir offrant une brève échappatoire à la réalité de leurs actes. Mais le sentiment de triomphe fut de courte durée. Bientôt, le poids de leurs actions commença à se manifester de manière qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Pour William, cela débuta par une étrange sensation rampante sous sa peau, suivie d'une vague écrasante de nausées. La sensation inquiétante qui avait commencé comme une démangeaison sous la peau de William s'intensifia rapidement en quelque chose de bien plus terrifiant. Son corps semblait ramper de l'intérieur. Pris de panique, il vacilla jusqu'à la salle de bain, tenant son estomac, la peau moite de sueur. La nausée s'accentua, et avant qu'il ne puisse se préparer, il se pencha au-dessus du lavabo et se mit à vomir violemment. Ce qui sortit ne se limitait pas à de la bile. Chris et Laura, les parents de William, furent brusquement réveillés par les sons déchirants de leur fils en train de vomir. Se précipitant à ses côtés, ils se figèrent, terrifiés, à la vue de ceux qui se déroulaient sous leurs yeux. William vomissait des asticots vivants, leur corps frétillant se déversant dans le lavabo à chaque spasme. Son visage était pâle, son corps tremblait de manière incontrôlable, et ses yeux étaient écarquillés, emplis d'une peur indicible. Laura poussa un cri d'angoisse, sa voix résonnant dans toute la maison, alors qu'elle se tenait la poitrine. Chris, désespéré de comprendre, attrapa son téléphone pour appeler une ambulance, mais au fond de lui, les deux parents savaient que ce n'était pas une maladie ordinaire. Laura se tourna vers son fils, sa voix tremblante, et lui demanda « William, qu'as-tu fait? Je t'en prie, dis-nous. » À peine capable de parler entre les violents vomissements, William commença à confesser. D'une voix faible et brisée, il raconta tout, le vol de la tombe, le pillage des bijoux et l'argent gaspillé en drogue et en fêtes. Il parla de cette sensation maudite qui l'avait saisi depuis cette nuit-là, ses mots s'échappant par saccades désespérées. Chris et Laura écoutèrent en silence, stupéfaits, leurs visages pâles alors qu'ils absorbaient cette vérité choquante. Lorsque William s'effondra finalement sur le sol de la salle de bain, trop faible pour bouger, le poids de ses paroles resta suspendu dans l'air. Chris échangea un regard horrifié avec Laura, tous deux sachant que ce cauchemar était loin d'être terminé. Déterminés à trouver des réponses et un moyen d'aider leur fils, ils décidèrent de rendre visite aux familles des complices de William. Ils le transportèrent dans la voiture, son corps frêle affaissé sur le siège arrière, et se rendirent chez le premier ami. À l'intérieur, ils furent confrontés à une vision tout aussi glaçante. Le garçon, désormais délirant et murmurant de manière incohérente, s'arrachait la peau comme s'il essayait d'en retirer quelque chose. Son corps était couvert de plaies purulentes, suintantes d'infection. Et ses parents se tenaient là, impuissants, le visage marqué par la peur et la confusion. Chris et Laura poursuivirent leur visite, se rendant chez le prochain garçon pour y découvrir une scène tout aussi horrifiante. Cette fois, la maison était infestée de mouches, le garçon, pâle et émacié, allongé sur son lit, respirant difficilement. La vue laissa Chris ébranlé, mais il rassembla son courage pour raconter aux autres parents ce que leur fils avait fait. Au fur et à mesure que la vérité se répandait, les familles s'effondrèrent dans un désespoir collectif. Ensemble, ils réalisèrent que l'affliction surnaturelle qui touchait leurs enfants n'était pas une coïncidence.
Unis par la peur et la culpabilité, ils comprirent que leur seul espoir résidait dans un retour à la tombe pour implorer le pardon. Les parents, accompagnés de leur fils, se dirigèrent vers le cimetière. Le trajet s'effectua dans un silence lourd, uniquement brisé par les sanglots occasionnels des parents et la respiration laborieuse des garçons. Le ciel s'assombrissait de manière menaçante, reflétant le poids de leur culpabilité. Lorsqu'ils arrivèrent, une pluie torrentielle s'abattait sur eux, les trempant alors qu'ils sortaient de leur voiture. Le tonnerre grondait dans le ciel, et des éclairs illuminaient brièvement les pierres tombales. Devant la tombe profanée, les parents et leurs enfants se rassemblèrent, le cœur battant sous l'effet de la peur et du désespoir. Le sol sous leurs pieds semblait trembler, comme s'il portait lui aussi le poids de leur transgression. D'une voix tremblante, le groupe commença à prier, leurs paroles à peine audibles sous la tempête. Puis, dans un fracas assourdissant de tonnerre, l'air devint étrangement glacial. Une silhouette spectrale émergea de l'obscurité. Le fantôme de la vieille femme, imposante et terrifiante. Ses yeux brillaient de fureur, tandis qu'elle posait son regard sur le groupe tremblant. « Vous avez échoué », dit-elle d'une voix glaciale empreinte de colère. « Vous avez cédé à tous les caprices de vos enfants, sans jamais leur enseigner le respect, l'humilité ou la décence. À cause de vos échecs, ils ont commis un péché grave contre moi. » Les parents tombèrent à genoux, les larmes coulant sur leurs visages alors qu'ils imploraient son pardon. Leurs cris étaient bruts, emplis de honte et de regret. Le regard de la vieille femme se tourna alors vers les garçons, qui se recroquevillaient derrière leurs parents, trop terrifiés pour parler. Elle les scruta avec une intensité implacable avant de leur lancer un ultimatum. « Vous devez rendre ce qui a été volé et m'enterrer convenablement dans les 3 jours, » déclara-t-elle, sa voix aussi tranchante que l'éclair fendant le ciel. « Si vous échouez, vos fils mourront, un par un, et il n'y aura aucune échappatoire aux conséquences. » Sur ces mots glaçants, le fantôme disparut, laissant le groupe frémissant sous la pluie, accablé par le poids de son avertissement. Il n'y avait pas une minute à perdre. Les parents retournèrent en ville, déterminés à récupérer les bijoux volés à tout prix. Leur première étape fut la boutique de prêteurs sur gage où les objets avaient été vendus. Le propriétaire du magasin se montra d'abord réticent, mais la désespoir dans leur voix et la peur dans leurs yeux l'incitèrent à réfléchir. Il avoua que la bague et le collier avaient été vendus et attendaient d'être expédiés à l'étranger. La panique s'installa, mais les parents refusèrent d'abandonner. Ils le supplièrent, offrant de payer le double du prix auquel les objets avaient été achetés. À contre-cœur, le propriétaire accepta, annulant l'expédition et leur rendant les bijoux. Avec les objets volés en leur possession, les familles s'attelèrent sans relâche à organiser une nouvelle inhumation digne de ce nom. Elles ne ménagèrent aucun effort ni dépense, préparant une cérémonie funéraire somptueuse pour honorer la mémoire de la vieille femme. La nouvelle d'un second enterrement pour la même personne se répandit rapidement dans la ville, suscitant l'étonnement et les murmures incrédules des habitants. Le 3e jour, sous un ciel toujours chargé de nuages menaçants, la cérémonie eut lieu. Le cercueil fut de nouveau descendu dans la tombe, entouré de fleurs fraîches et de cadeaux en guise d'offrande. Les bijoux volés furent soigneusement replacés sur le corps de la vieille femme, dans un geste de repentir. Alors que les derniers mots des rites funéraires étaient prononcés, l'air se figea soudainement. Devant la petite assemblée, le fantôme réapparut une dernière fois. Son apparence était moins effrayante cette fois, et ses yeux, auparavant brûlants de colère, semblaient plus doux alors qu'elle observait les familles en deuil. Les parents tombèrent à genoux, tremblants, et implorèrent son pardon. « Je vous pardonnerai, dit-elle, sa voix désormais dénuée de colère.
Mais vous devez tirer des leçons de cette expérience. Enseignez à vos enfants la valeur du respect et guidez-les pour qu'ils deviennent de meilleures personnes. Les parents, submergés par le soulagement, promirent de faire tout leur possible pour changer. Le fantôme acquiesça légèrement avant de s'effacer dans le calme du cimetière, laissant derrière lui un profond sentiment de paix. Les familles ne perdirent pas de temps à honorer leurs promesses. Elles cherchèrent de l'aide pour leurs fils, les inscrivant à des séances de conseil et à des programmes pour traiter leur comportement et leur dépendance. Les garçons, profondément marqués par leur expérience, saisirent l'occasion de changer le cours de leur vie. La ville, bien que hantée par le souvenir de ces événements sombres, respecta les efforts des familles pour réparer leurs torts. Avec le temps, les garçons devinrent des jeunes hommes responsables et respectueux, portant en eux les leçons apprises cette nuit fatidique. Les familles, plus fortes et plus sages, n'oublièrent jamais l'avertissement de la vieille femme, veillant à ce que son histoire et la leur servent de rappel des conséquences de leurs choix.